Ce 27 octobre 2019, une journée mondiale pour sensibiliser opinion et pouvoir public sur la nécessité de préserver cet héritage. Reportage à suivre en tête du journal. Émoi et consternation à Boya, le maire de cette ville est décédé tôt ce matin à Douala des suites d'un arrêt cardiaque. Les circonstances de son décès et les réactions à Boya dans ce journal. Justelin Fouami, vainqueur du marathon international de Douala, le Camerounais a remporté la course en 2h15, battant le record détenu jusqu'ici par les athlètes kenyans. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Explorer le passé en son et images, c'est sur ce thème que se célèbre ce 27 octobre la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Au Cameroun, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel fait partie de ces centres qui assurent la sauvegarde, la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel au Cameroun. Ce sont ainsi plus de 15 300 gigas d'images et sons numériques qui sont conservés là-bas. Des vidéos, des photographies et des sons audio. La seconde vie des archives à l'IFCPA, un reportage de Elvire Ninangalima. Ces images datent de 1982, jour de la prestation de serment du président Paul Biya, bien avant le lancement de la télévision au Cameroun. Ici, à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV, sont stockés des milliers de ce type d'archives audiovisuelles. Les procédures de conservation à l'IFCPA sont encadrées par quelques précautions. Nous avons mis sur pied un plan de classement qui nous permet de ranger. Si je prends le président Paul Biya, vous verrez rubrique les discours, par exemple, du président Paul Biya, rangés d'un côté. C'est de cette façon-là que nous essayons de les conserver. Face aux besoins de mémoire, les archives audiovisuelles constituent le pilier d'un passé collectif. Les documents sont récupérés auprès des 10 stations régionales de la CRTV et sont stockés sur des disques durs et serveurs. La gestion des archives a été centralisée. Donc nous allons dans les stations régionales, nous les ramener, tout ce que vous voyez là. Par exemple, ces rayons, c'est des documents ramenés de Boya. Donc quand nous les ramenons, ils sont dans les cartons, on procède donc au traitement. On commence par le dépouillement et puis on essaye de les ranger par thème. On essaye de ranger également par support. Les équipements de lecture, de conversion sont rares dans cet environnement de travail. Les archives, ça prend beaucoup d'espace. Il faut numériser des documents, mais avant de les numériser, il faut les restaurer. Nous devons pouvoir nous adapter à cette course folle de la technologie et évidemment, cela a un prix. C'est pour ça que nous comptons beaucoup sur la coopération pour faire face à toutes les exigences que cela impose. La conservation des archives audiovisuelles absorbe du temps et du personnel au quotidien à l'IFCPA. Il en faut davantage pour sauver les archives de l'oubli, un travail de mémoire. Et l'IFCPA n'est pas seul à participer à cette mission patrimoniale. On l'a dit, la CRTV Télé, par exemple, a commencé ce travail de conservation et de valorisation depuis sa création en 1985. Des millions d'heures d'archives stockées à l'unité de la documentation. Il est en effet possible de revoir les premiers pas de la télévision au Cameroun ou de réentendre des voix célèbres à travers des documentaires et autres diffusés il y a des décennies passées. Tout ce patrimoine permet d'avoir une idée plus concrète de notre passé. Étienne Pascal Azegui. Bonsoir mesdames et messieurs. Un saut qualitatif de 13 ans dans le passé du journal télévisé bilingue à la CRTV. Avec aux commandes Alain Belibi et Barbara Etoa. L'usure du temps n'a pas eu d'emprise sur la qualité des images. Normal, la mémoire de la CRTV, depuis sa création, est conservée ici au sous-sol de la tour de Mbala 2. Le chef de l'unité de la documentation audiovisuelle nous sert de guide dans les rayons où sont rangés certains programmes cultes de la chaîne au cœur de la nation. Ici, vous avez les images de World This Week, l'émission de World This Week. Il y a 8 mètres qu'on a qui est beaucoup plus vieux aussi, que vous avez là. Vous avez les différents supports sur lesquels sont enregistrer ces émissions. Nous avons par exemple ici les mini DV. Là vous avez les DV Cam. Ici vous avez les Beta SX. Là vous avez les Beta SP. La conservation de ces piles et piles de supports audiovisuels obéit à un schéma classique à 2 étapes. Le traitement physique, c'est
comme la fiche d'identité du document. Comment est-ce qu'on identifie le document? Par ce qui est mentionné sur la bande. Bon, ce que nous ajoutons là, c'est la cote, qui est un élément alphanumérique qui permet d'identifier le document. Dans les archives à la CRTV sont classées par ordre alphanumérique. Le défi de l'heure reste ici la conversion en document numérique de tous ces supports audiovisuels pour qu'on continue d'explorer le passé en son et en images de la CRTV. En religion, les églises protestantes prient pour la paix et la réconciliation au Cameroun. C'était ce dimanche au cours du culte de clôture de la semaine du protestantisme à l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun, paroisse Mimboman à Yaoundé. Le président de la République était représenté à cet office par le ministre Samuel Vondo-Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le reportage de Dieudonné Omba. Priez pour le Cameroun, qu'il soit sauvé et béni par le Très-Haut. Paroles chantées et répétées sous diverses formes par ces chrétiens rassemblés ce dimanche en la paroisse de l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun à Mimboman, Yaoundé. Présidée par le révérend de Salam Besse, vice-président du Conseil des églises protestantes du Cameroun, la fête marquait la fin de la semaine du protestantisme, édition 2019. Une édition portant le sceau de la paix et de la réconciliation. L'important, c'est la réformation. Nous remettre dans le bain des principes fondamentaux des églises nées de la réforme. La célébration se tient dans un contexte particulier et interpelle également tous les hommes, à commencer par les hommes d'église. Nous avons passé la semaine, n'est-ce pas? Le thème est tourné autour de la paix, la réconciliation, vous savez. Nous sommes à un moment où il faut, n'est-ce pas? Ainsi que tous ces pères qui ont pris la parole ont dit leur gratitude au chef de l'État. Séance tenante, une quête a été effectuée pour la diaconie, notamment en faveur des personnes déplacées suite à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais également pour soutenir les personnes affectées par les inondations dans l'extrême nord. L'église priante et prêchante entend prêcher par l'exemple. Et dans l'archidiocèse de Yaoundé, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus célébrait ce dimanche sa fête patronale. La messe pontificale de circonstance était dite par Monseigneur André-Marie Nko Edibi, le vicaire général de l'archidiocèse, a exhorté les nombreux fidèles présents à l'office à se mobiliser pour achever la construction de leur chapelle. Michel Renaud, Wanja. Fidèle à sa mission, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Nkozoa assume avec fierté sa mission d'évangélisation. La célébration du saint patron de cette communauté religieuse, couplée à la visite pastorale effectuée par Monseigneur André-Marie Nko Edibi, le vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé, a permis de saluer les efforts des fidèles. Beaucoup de confiance dans l'avenir. Je pense à la construction de cette église. Je pense à la construction de la communauté également. En voyant tant de personnes, je réalise que Dieu lui-même construit son peuple et qui construit aussi son église. Au cours de la prédication de circonstances, tirée des Saintes Écritures, l'hôte du jour a appelé le peuple de Dieu à se consacrer davantage à Jésus. Sainte Thérèse qui a passé son temps à passer son ciel sur la terre, à faire du bien, voudrait inspirer le peuple de Dieu qui est ici à continuer à œuvrer pour la construction de cette église paroissiale. Plus de 100 catéchumènes ont reçu des sacrements de communion et de confirmation, signe du renforcement de leur appartenance au Christ. Nous l'avons appris ce matin, le décès du maire de Boya, Patrick Ekema Isungé, a rendu l'âme dans une clinique à Douala aux premières heures de la matinée, des suites d'un arrêt cardiaque. Il y avait été admis la veille suite à un malaise. Sur les circonstances de son décès, voici le reportage de Cyril Edimo à Douala. Il repose désormais ici, à l'hôpital militaire de région de Bonanjo. Patrick Ekema Isungé y a été conduit quelque temps après confirmation de son décès, survenu dans cette clinique du premier arrondissement de la ville de Douala. Selon une source proche du défunt, le maire de Boya serait décédé après un accident vasculaire cérébral. Malgré toute tentative médicale pour le maintenir à la vie, cet acteur majeur du processus de recherche de solutions d'apaisement dans sa région d'origine, le sud-ouest, n'a pas survécu. Et depuis lors, c'est le balai de visiteurs de tous bords
Famille, amis, connaissances et collaborateurs viennent confirmer le départ brusque de cet ouvrier de la nation dans la capitale économique qui vibrait déjà au rythme du 3e marathon international. Et sur place à Buea, dans le sud-ouest, c'est la consternation. Tous les habitants sont sous le choc. La disparition brusque du maire à l'âge de 46 ans est une grosse perte. Patrick Ekema s'était en effet particulièrement illustré dans les batailles acharnées contre les séparatistes. Voici le reportage à Buea de Stéphane Tala. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre ce matin dans la ville de Buea et s'est confirmée vers 9h30. Les habitants n'en revenaient pas. Certains disent avoir rencontré et échangé avec le maire à plusieurs occasions samedi dans la journée. Le maire de Buea n'est plus et le personnel de la commune est sans voix. C'est une chose qui nous dépasse parce que moi je ne sais pas comment on va continuer à travailler sans lui parce qu'il était comme le barbare ici à Buea que tout le monde connaît. On était en train de faire la budget de 2020 et on a travaillé hier samedi. Il est arrivé là-bas pour nous donner pour nous encourager. C'est en venant ici au bureau, j'ai trouvé que la policier et les officiers judiciaires là en train de sceller le bureau. C'est à ce moment que j'ai convaincu que c'est fini, que mon boss n'est plus là. Patrick Ekema Isunge a été élu à la tête de la commune de Buea en octobre 2013. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques, parmi lesquelles le titre Nyamoto Patolo, décerné par le peuple du Sud et qui signifie grand guerrier. Une marque de reconnaissance pour sa contribution et sa détermination à restaurer la paix et la sérénité dans la ville de Buea face aux menaces relatives à la crise qui sévit dans le sud-ouest. Dans la sagesse du chef de l'État, il a mené des enquêtes pour écouter à tout ce que les Camerounais en veulent dans la situation qu'il prévoit. Et ce qu'il a dit, c'est ce que nous, à Buea, qui je représente, nous voulons. Plus de 200 migrants clandestins interpellés dans les eaux camerounaises, parmi lesquels 130 enfants et voyageurs partis du Nigeria tentaient de rallier les côtes gabonaises. Ils sont issus de 9 nationalités de l'Afrique de l'Ouest. Les éléments de la base navale de Douala et les consulats de leurs différents pays travaillent sur le processus de leur rapatriement au Nigeria. D'autres précisions avec Aboubakar Abou à Douala. L'option retour n'était pas dans leur plan d'origine, du moins pas dans l'immédiat. En route pour le rêve gabonais, plus de 200 migrants, dont 130 mineurs, ont été rattrapés par la réalité camerounaise. On ne passe pas sans permis. L'embarcation de fortune a été interceptée dans les eaux de la Sanaga par les patrouilleurs de guerre de la base de surface. Ses occupants, issus du Togo, du Burkina, du Ghana, du Nigeria, du Bénin, entre autres, caressaient l'ambition commune de trouver meilleure fortune chez le voisin gabonais. Nous, on a quitté chez nous parce qu'il n'y a pas quelque chose d'important, il n'y a rien. Donc on a quitté le Nigeria pour aller au Gabon pour chercher un peu quelque chose pour nourrir la famille. On a quitté le Togo pour venir au Nigeria. On a fait une groupe pour rentrer au Gabon. Le pays, ça chauffe et ça ne va pas. On a pris des métiers. Chez nous, ça ne va pas. Donc, on voulait rentrer au Gabon pour aller chercher de quoi manger avec la famille. La base navale de Douala sera malheureusement pour eux le point de chute avant le retour au pays. On a déjà vendu nos choses. Il n'y a plus rien. On a vendu les motos et tout pour dire qu'on voyage. Maintenant, quand tu arrives, tu n'as plus rien sur toi. Les gens vont se moquer de toi. Sur place, ils sont pris en charge. L'équipe du ministère des Affaires sociales du Cameroun, associée au consulat de ces différents pays à Douala, s'accorde pour leur rapatriement immédiat. Des illusions donc pour ces aventuriers en quête d'une vie meilleure. Dès ce dimanche, retour à la case de départ. Et si l'envie les prenait de réessayer, il faudra envisager un autre passage, car les eaux camerounaises sont troubles pour les migrants clandestins.
Le portrait du dimanche nous mène ce soir à la rencontre d'un bricoleur. Champion Tampi est le bricoleur qui répare les cuisinières à Yaoundé depuis 10 ans. Malgré des conditions très difficiles de travail, il parvient à recruter des jeunes désespérés. Il leur offre ainsi l'occasion de subvenir à leurs petits besoins. Le reportage de Laurent Sokalia. Cela fait 10 ans que la flamme de champion ne s'est jamais éteinte. Ce bricoleur a la recette idéale pour réparer les cuisinières et sa réputation le précède. Il s'appelle Champi. Il est là chaque matin et il fait vraiment son travail. Il y a un de mes brouillards qui est gâté, mais il a arrangé et je suis satisfait. Entre ces tas de ferraille et lui, c'est l'étincelle. Il a l'amour et la maîtrise. Ce métier que je fais là, je l'ai appris d'abord à l'école. En plus, ce que je fais là, j'applique. C'est ça. Donc nous fabriquons, nous adaptons, nous donnons les formes à tout genre de pièces. Voilà, les cuisinières, on fait même la peinture, on fait la tôlerie, la soudure. Bon. Champion le bricoleur n'a pas toujours pu donner la forme qu'il souhaite à son métier. Dans son petit bureau, il ne peut faire de la place à ses caprices. Quand il pleut, c'est d'abord une difficulté. On s'en sort pas, on fait même sous la pluie. On va faire comment? On est obligé de supporter, c'est le travail. Malgré la dureté de son travail, Champion a gardé la tendresse du cœur. Il a fait renaître de l'espoir dans la vie de quelques jeunes gens. Moi, depuis déjà presque un an, il m'avait encouragé à travers mon invalidité que ce métier pouvait pouvoir assurer mon autonomie. Avec la petite bricole, il réussit déjà à permettre aux plus jeunes de ne plus bricoler leur vie. C'est cela l'esprit des champions. Dans la suite du journal, près de 1400 lauréats issus de 2 promotions de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Kumba fêtaient hier samedi leur sortie officielle. La cérémonie solennelle était présidée sur le campus principal de l'Université de Buea par le professeur Ako Edward Oben, représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Il a appelé les jeunes enseignants à être des modèles tout au long de leur carrière. Roger Samakiporo à Buea. Ils sont au total 1372 étudiants, soit 735 issus de la 3e promotion et 637 appartenant à la 4e promotion qui sont célébrés à l'amphithéâtre Dorothy Limunga Ndiema de l'Université de Buea. Ces jeunes lauréats se disent prêts à relever les défis qui les attendent. Nous avons eu beaucoup de difficultés concernant Kumba, la sécurité des étudiants, mais nous remercions Dieu et tous les enseignants, en fait l'université et l'État, et aussi les forces de défense. Aujourd'hui, nous sommes contents et nous prenons ça comme un challenge, on dit en anglais, pour aider et enseigner nos cadets. Vu tout ce qui se passe en ce moment, ça n'a pas été facile, ça a été un combat, mais je suis très contente que finalement ça a réussi. En félicitant les lauréats du jour, les responsables leur demandent d'être de dignes ambassadeurs de l'Université de Buea durant leur carrière d'enseignant. Ils ont été formés pour former d'autres jeunes Camerounais dans des domaines pointus. La plupart d'entre eux, ils vont enseigner, mais l'exhibition que nous avons vue, il est clair que beaucoup, en plus de l'enseignement qu'ils vont faire, ils pourront aussi également ouvrir les ateliers où ils pourront former d'autres jeunes Camerounais. Donc je dis aux étudiants, à leurs enseignants, bravo, bravo, ils méritent la confiance du Cameroun. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités, au rang desquelles le secrétaire général des services du gouverneur du Sud-Ouest, Dr Mohamedou, et le vice-chancellor de l'Université de Buea, professeur Ngomo Horace Manga. L'excellence scolaire primée dans le département du Ndé, région de l'Ouest. Plus de 200 lauréats aux examens 2019 ont reçu hier samedi des primes d'excellence pour un montant global de 17 millions de francs CFA. C'était au cours d'une cérémonie présidée à la place des fêtes de Mbanganté par le préfet du Ndé, François Franklin Etapa. C'est la 15e édition du genre. Christelle Kémonier, CRTV Ouest.
C'est une courbe ascendante qui illustre la performance des enfants d'Undé aux examens officiels. De 5 mentions au baccalauréat en 2005, l'on a 168 mentions au baccalauréat 2019 et 44 mentions pour les autres examens. Des efforts salués et encouragés par l'élite d'Undé à travers des primes offertes aux lauréats. Nous avons élaboré et mis en place cet outil qui est la fête de l'excellence au niveau du département tout entier. Il s'agit non seulement d'avoir une visibilité annuelle sur le travail de nos enfants, mais surtout les mettre en compétition dès le début de l'année. L'occasion a donné lieu à une leçon inaugurale dispensée par le docteur Goumou, qui a présenté l'école comme berceau de la République. En recevant ces primes, les lauréats ont promis de redoubler d'ardeur au travail. Je suis vraiment contente d'avoir reçu ce prix. Je vais dire merci aux élites du département d'Undé. Je promets de beaucoup travailler. J'ai reçu 100 000 pour le GC Advanced Level et je suis très content. Le prix-ci va me plus aider avec mon école. Le préfet du département d'Undé, François Franklin Etapa, a invité l'élite à pérenniser cette action. Plus de 300 actes de naissance distribués aux élèves de Logon-Birni dans le Logone et Chari, région de l'extrême nord. L'action initiée par l'ONG Plan Cameroun vise à permettre aux enfants de poursuivre sereinement et en toute légalité leurs études. Les précisions de Béatrice Waniwa de CRTV Extrême Nord. Le Logon-Birni est l'un des arrondissements du département du Logone et Chari qui enregistre un faible taux de scolarisation. Cette situation est due au manque d'actes de naissance chez plusieurs enfants qui ne peuvent pas poursuivre leurs études. En établissant plus de 300 actes de naissance aux enfants de cette localité, l'organisation Plan International apporte ainsi sa contribution dans la promotion de l'éducation aux côtés des pouvoirs publics. En tant que chantre de la promotion des droits des enfants et l'égalité des filles, ne pouvait pas, n'est-ce pas, laisser cela inaperçu à travers le financement de l'Union européenne, de faire établir des actes de naissance aux enfants parmi les populations déplacées internes et la communauté haute. Ce geste vient donc résoudre en partie le problème de manque d'actes de naissance dans cet arrondissement. C'est une activité qui devrait incomber la mairie. Nous sommes donc très satisfaits pour ce grand soulagement. À travers cette action, l'ONG Plan International permet à de nombreux enfants du primaire d'affronter les différents concours et examens officiels. Cette organisation humanitaire entend poursuivre l'une de ses principales missions, promouvoir l'éducation des jeunes filles et garçons de la région de l'extrême nord. Et partons maintenant à la découverte du campement touristique de Ouaza, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Ce site, autrefois très sollicité par les touristes internationaux, n'a pas reçu de visiteurs depuis bientôt 6 ans. Les bâtisses présentent un visage peu reluisant, faute d'usage. Avec la sérénité et l'accalmie retrouvée, les autorités locales de Ouaza invitent les touristes à venir à nouveau découvrir cette ville et son parc mondialement reconnu. Visite guidée au campement touristique de Ouaza avec Job Nganadako de CRTV Extrême Nord. C'est l'histoire d'un campement dont la réputation a déjà traversé les frontières. Le campement de Ouaza dans le Logone et Chari. Des boucarous nichés sur une petite colline située à l'entrée sud de cette ville touristique, offrant aux visiteurs un paysage féerique du parc national. Je suis arrivé ici en 2002. Il y avait 22 bungalows. Chez chaque bungalow, il y a 2 chambres. Et dans chaque chambre, il y a un grand lit et un petit lit. Tous les Occidentaux venaient. Deux fois, on se retrouvait avec les présidents des républiques ici. Piscine, bar, restaurant, boutique, toutes les commodités étaient alors offertes aux touristes. Mais depuis l'avènement de l'insécurité dans cette zone, avec des attaques, des attentats kamikazes et des enlèvements, le campement touristique de Ouaza s'est délabré. Les employés broient désormais du noir. L'avènement de Boko Haram, le campement est hermétiquement fermé. Nous sommes là rien que pour préserver seulement. Oiseaux, reptiles et autres animaux sauvages ont pour le moment transformé ce site en un lieu de refuge. On attend peut-être le mois de novembre pour procéder au feu de brousse pour bien nettoyer. Pour l'instant là,
c'est envahi par les herbes. Malgré ce visage peu reluisant, le sous-préfet de Ouaza rassure les touristes. La situation est maîtrisée, il va donc falloir reprendre par le tracé des pistes. Le campement également a pris un coup à force de ne pas être habité, mais je peux vous rassurer qu'il y a encore des chambres qui peuvent bien accueillir des touristes, venir découvrir quels sont devenus ces bâtiments d'antan. Ça fait toujours partie du tourisme. Selon le délégué régional du tourisme pour l'extrême nord, un groupe de touristes occidentaux va séjourner à Ouaza en novembre prochain. Une visite qui permettra certainement au campement de Ouaza de faire sa mue et de retrouver sa splendeur. Harmonie totale entre les Sawa du littoral et les Ewondo du centre. Une délégation de hauts dignitaires en provenance de Douala est venue communier ce dimanche avec les frères du Mfundi. La rencontre a eu lieu à la résidence du ministre Philippe Mbargambois. Les deux peuples ont marqué leur volonté d'évoluer ensemble pour garder et allumer la flamme d'un vivre ensemble harmonieux. Oswald Medou. Dans une démarche collégiale, c'est le Vouri qui est venu ce dimanche à la rencontre du Mfundi. La délégation des dignitaires Sawa est conduite à Yaoundé par 5 de ses chefs supérieurs parmi les plus illustres, dont Sa Majesté Madiba Songhai, président en exercice du Ngondo. Tout un symbole. Si les fondations à la base des liens qui unissent Ewondo et Sawa ont été posées par leurs ancêtres respectifs, aujourd'hui d'autres fils la consolident plutôt bien. Et le ministre Philippe Mbargambois est de cela. Les rencontres entre les deux communautés sont fréquentes et systématiques, dans la joie comme dans la peine. Il y a des choses qui ne relèvent que du destin. Il y a longtemps, un pont a été jeté entre certaines familles Sawa à Douala et la famille à laquelle nous rendons visite aujourd'hui, celle du ministre Mbargambois. Et le pont qui a été jeté n'a cessé d'entretenir le va-et-vient entre Douala et Yaoundé dans toutes les circonstances. Cette sollicitude jamais démentie des frères du littoral touche au plus haut point la grande famille Ewondo. Elle aussi représentée pour la circonstance avec le chef du groupement Emana Etoudi et d'autres patriarches notables. L'ambiance bon enfant qui suit les prises de parole des uns et des autres témoigne de l'entente cordiale entre les deux communautés. 4 heures d'horloge se sont déjà écoulées depuis l'arrivée des hôtes de marque au quartier Loncac. Il faut déjà se quitter. Mais les longues accolades entre frères semblent vouloir tirer à l'infini ce moment de convivialité et de grande complicité qu'ils s'accordent à renouveler le plus tôt possible. Politique encore, la jeunesse d'Obala a soudé derrière le président Paul Biya, résolution de la 2e conférence de section au JRDPC de la Léquié Est, tenue hier à Obala. Invité spécial à ces assises, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Léquié, Henri Yébéaïssi, qui a annoncé la création d'un fonds départemental d'appui à la jeunesse. Pierre Binambarga. 2 jours ont suffi à la jeunesse du RDPC de la Léquié Est à Obala, ceci à travers l'organisation d'une conférence de section, la 2e du genre. Nous sommes à la veille des échéances électorales. J'ai donc trouvé nécessaire de regrouper les jeunes. Le respect de l'autorité et des aînés peut parfois trébucher. Dans notre culture, l'enfant doit apprendre, doit savoir quand, où et comment s'exprimer et qu'ils ne doivent pas avoir peur. Nous leur apportons au quotidien l'encadrement dont ils ont besoin. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC de la Léquié Est, Henri Yébéaïssi, demande à ces jeunes d'être les mendiants de la paix. Des solutions sont déjà trouvées pour mieux appuyer leur encadrement. Ils ont des problèmes substantiels d'emploi. Ils ont des problèmes relationnels entre eux. Nous leur disons que nous sommes dans un esprit de famille. Par rapport au problème central de l'emploi, avons choisi de les accompagner avec une initiative propre qui est le lancement d'un fonds, un fonds départemental d'appui aux jeunes de la Léquié. Appel aidant à la vigilance et à la responsabilité. La jeunesse de la Léquié Est doit plus que par le passé rester soudée derrière le président Paul Biya. Ce soutien se manifeste d'ailleurs à travers cette marche dans les artères d'Obala. Le directeur général de la Société immobilière du Cameroun était en visite de travail dans le Nord. Le docteur Amadou Sardaouna est allé s'enquérir de la situation des logements et des cités SIC de la région. Le DG de la SIC a rassuré sur la détermination de sa structure à améliorer, aux côtés de l'État, l'offre qualitative et quantitative en logement dans cette région. La correspondance de Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord.
Sur ce site de Koléré à Garoua, ce sont environ 822 logements qui sortiront de terre avec le démarrage effectif des travaux annoncés pour juin 2020. Une bonne nouvelle qui vient renforcer considérablement les 100 logements sociaux en construction à Boclé dans l'arrondissement de Garoua 3e, dont les travaux sont estimés à 80%. En faisant le tour de ces projets, le directeur général de la Société immobilière du Cameroun s'est félicité de ces initiatives gouvernementales qui participent à l'accroissement de l'offre en logement dans la région du Nord. Nous avons aussi pour ambition d'étendre nos productions, s'atteler aussi à la rénovation de la cité bornone qui est très affectée. Autre temps fort de cette visite de travail, la rencontre avec les résidents des cités Sigle et Bornois et Rumdiadja. Dans un échange franc, sincère et direct, tous les problèmes liés à l'insécurité, la vétusté des installations, l'insalubrité, l'incivisme et le phénomène de sous-location ont été abordés. Il sera établi au sein des cités SIC un code de résidence permettant de définir le rôle de chacun de nous, c'est-à-dire que la SIC et les collectivités territoriales décentralisées et puis les locataires. Les solutions durables proposées au cours de cette visite de travail permettront désormais une gestion concertée et participative des cités SIC. Dans la suite du journal, la vague des installations dans la préfectorale, les sous-préfets de Bertoua 2, Ndiang dans la région de l'Est et Akom 2 dans le sud sont en poste. Benasconi Nkomo Mimbo, Gladys Tchounan-Foussa, épouse Ngapa, et Olivier Irénée Belibita Kam ont respectivement été installés dans leurs fonctions de sous-préfet de Bertoua 2, Ndiang et Akom 2. Ces autorités devront veiller au rayonnement de leur unité administrative, à la sécurité et à la tranquillité des populations. Les temps forts des installations dans cette mouture de Séraphin Dikam, Jean du Nord Kemché et Eric Assako. Olivier Irénée Belibi Takam, nouveau sous-préfet d'Akom 2, hérite d'un arrondissement aux défis multiples. Entre autres, l'intégration socio-professionnelle des jeunes, qui demeure un véritable casse-tête chinois pour les élites et les élus locaux de cette unité administrative. Essayez de venir ouvrir un chantier ici à Akom 2 et vous lancez un appel pour recruter ne serait-ce que des manœuvres. Personne ne se présente. La commune d'Akom 2, en plein chantier, recèle pourtant des infrastructures à fort potentiel économique, mais sous-exploitées. Autant de défis que se doit de relever le nouveau chef de terre, qui se doit aussi de traduire dans les faits la vision du chef de l'État pour un Cameroun émergent en 2035. 32 ans d'âge, titulaire d'une licence en droit public, secrétaire d'administration, diplômé de l'ENAM, le nouveau sous-préfet d'arrondissement de Ndiang dans le Lomé-Djerem est une femme. Et par les femmes, elle a été adoptée dès sa prise de commandement. C'est ces instants de fête, Madame Tchounan-Foussa, épouse Gapa Jocelyne Gladys, devra très rapidement se mettre au travail dans cet arrondissement de Ndiang. Elle devra rester professionnelle dans tous les actes qu'elle devra poser. Nous allons travailler et nous allons réussir en collaboration avec tous les responsables des services publics, des chefs traditionnels, des forces vives. Le préfet du département du Lomé-Djerem a témoigné sa satisfaction au sous-préfet sortant François Vougade, qui a fait preuve de dynamisme, de maîtrise et aussi de loyalisme dans cet arrondissement de Ndiang, encore appelé quartier latin du Lomé-Djerem. Un soleil nouveau illumine l'arrondissement de Bertoua 2e. Son nouveau sous-préfet, Benasconi Nkomo Mimbo, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Ngambé-Tikar, est désormais aux commandes d'un arrondissement qui fait face à de nombreux défis sécuritaires. Le sous-préfet devra donc mettre de l'accent pour ramener la paix, la sécurité et la tranquillité dans cet arrondissement. Le sous-préfet entrant est un fils du pays qui se dit prêt à servir avec dévotion. Le chef de l'État, dans sa clairvoyance, a choisi ma modeste personne pour mieux encadrer les miens ici, sans fioriture, mais avec la détermination selon les lois et les règlements de la République. Cette fonction a été occupée pendant 2 ans et 4 mois par Evarizwa Tangana, dont le brillant passage à la tête de cette unité administrative a été salué par le préfet du Lomé-Djerem, les élites et forces vives de l'arrondissement de Bertoua 2e.
La gendarmerie nationale renforce sa présence avec les patrouilles fixes et mobiles. Objectif, décourager les usagers indélicats qui piétinent le code de la route sur les axes routiers. La brigade de véhicules de contrôle de flux a sillonné ce week-end l'axe Yaoundé-Douala pour traquer les contrevenants. Pierre Evembe. Et il y avait des allures de Formule 1 sur l'axe Yaoundé-Boumiébel. C'est normal. Les véhicules du service de contrôle de flux ont chaussé leurs pneus pour mieux adhérer sur la chaussée. Les mauvais dépassements, les jeux de phare pour se passer le message d'une éventuelle position des pendants en un lieu précis n'avaient plus de place. L'heure était, dit-on ici, à l'insécurisation des délinquants routiers. Nous sommes mobiles, dynamiques et on surprend les usagers délinquants de la voie. Bon gré, mal gré, il faut accepter la présence de ceux qui sont là pour sauver des vies. Parce que les choses qu'on a créées through l'accident, c'est pour ça qu'ils sont là pour sauver les choses comme ça. À côté des patrouilles mobiles, les traditionnelles patrouilles fixes, mais pas si fixes que ça. Vous voyez le camion, lui par exemple, il est en chargement débordant. Effectivement, il a payé son ticket au niveau des DA. Mais seulement, quand il est entré à Sombo, il a coupé les fils électriques. Et c'est ici que nous l'avons interpellé. Et nous l'avons renvoyé la gare parce qu'il est allé voir le responsable des Néo de Boumiébel pour essayer de réparer les dommages. Tant qu'il y aura les risques d'accident et donc de possibilités de mort sur les routes, il y aura les gendarmes et l'opération contrôle, surveillance, répression. Je signale après ce journal votre émission dominicale Scène de presse, une présentation de Lucrèce Mediou-Djemba que nous apercevons déjà au studio 3. Bonsoir Lucrèce, quels sont les thèmes au menu de l'édition de ce soir? Bonsoir Karine et bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Avocat, le militantisme jusqu'où? C'est le principal thème de débat ce soir sur Scène de presse. Et pour en parler, Maître Jean de Dieu Momo, avocat et ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il aura en face de lui Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun. La deuxième thématique est pas des moindres, France-Russie, le duel africain. Pour en parler, nous aurons sur le plateau l'internationaliste Paul Yombo et Maurice Simodium, auteur du livre La guerre économique. Nous sommes prêts pour un peu plus d'une heure de débat. À tout de suite. Merci beaucoup Lucrèce. Scène de presse et tout de suite après ce journal. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel de félicitations du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Gurbanguly Berdimuhamedow, président de la République du Turkménistan. Le président de la République écrit: Monsieur le Président, j'ai le plaisir au moment où votre pays célèbre sa fête nationale le 27 octobre de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de prospérité pour le peuple turkmène. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. La ville de Niamey au Niger a abrité cette semaine la 11e édition des Journées africaines de la géotechnique. L'événement était organisé sous le thème Géotechnique et stratégie de développement durable des pays d'Afrique intertropicale. Les géotechniciens du continent se sont engagés à améliorer leur performance dans la construction des ouvrages de qualité. Augustin Bichoka. C'est dans cet imposant et somptueux palais des congrès de Niamey, porteur des vestiges du dernier sommet de l'Union africaine, qui abrite la 11e édition des Journées africaines de la géotechnique. Les membres de la société savante dans ce secteur se retrouvent annuellement pour réfléchir sur les enjeux liés aux constructions et aménagements des ouvrages du génie civil. À la faveur de ce conclave des experts de haut niveau, la réflexion est orientée cette année sur géotechnique et efficience économique des stratégies de développement durable en Afrique intertropicale. Ces enjeux sont multiformes, mais le principal enjeu, c'est de pouvoir trouver la solution. Suivront après l'ouverture solennelle d'autres communications sur diverses thématiques, l'impact de l'environnement sur les constructions du génie civil, l'état des lieux sur les connaissances des matériaux locaux, le lien entre les infrastructures et le développement durable. À l'entame de la réflexion, le ministre de l'Équipement du Niger a encouragé ses experts africains à toujours mettre un accent sur l'appropriation des défis géotechniques
pour épouser les attentes du développement. Donc au fur et à mesure, depuis que ce comité-là existe, donc les choses se font en Afrique. Donc il faudrait rapprocher les réalités africaines. La visite des stands par les officiels s'achève sur ces souvenirs. L'artiste de la semaine tapis rouge ce soir, Natacha Magnier, la jeune artiste design, s'est lancée il y a peu dans la transformation, la fabrication et la customisation des accessoires de mode sur des chaussures, boucles oreilles, pochettes de téléphone. Natacha apporte sa touche personnelle. Ses produits très appréciés sont déjà vendus au-delà des frontières nationales. Allons voir cela dans ce reportage de Sidoine Monkam. Intelligence et détermination, des valeurs qui caractérisent Natacha Magnier. Âgée de 27 ans, c'est une passionnée du style. Voici bientôt 2 ans qu'elle consacre son temps à la création d'objets de décoration et accessoires de mode. Un travail qu'elle a entamé après des études en informatique de gestion. Quand j'ai fini ma licence, plus le temps passait, je me retrouvais à la maison. La tête a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, la peur de rater sa vie. Je me suis dit, pourquoi pas commencer maintenant, parce que c'était un rêve, c'était une passion de pouvoir être designeuse. Après une formation de quelques heures à Startup Academy, la jeune designer se lance à son propre compte. L'esprit combatif, elle ne recule devant rien et fonce vers son objectif. C'était difficile au début, très difficile. J'ai passé 2 semaines à confectionner les premiers bijoux que j'ai eu à vendre. J'ai persévéré, peu à peu, je travaillais beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de technique. Le début d'une belle aventure dans le domaine du design. Sur du tissu pagne, elle fait appel à son esprit créatif. Ses mains habiles transforment des objets conçus au préalable à partir des maquettes. On essaye de faire des accessoires, boucles, des colliers, des bracelets, des sacs. Également dans la customisation des chaussures, des sandales. Les espaces pour valoriser ses créations ne manquent pas. En dehors des festivals, la jeune designer assistée d'une partenaire dans ce projet propose et commercialise ses articles dans plusieurs plateformes en ligne à travers le monde. En sport, le marathon international de Douala a rendu son verdict ce dimanche sur la première marche du podium. Justelin Fouami, de nationalité camerounaise. Il a battu le record jusque-là détenu par les athlètes kenyans en 2 heures et 15 minutes. Cette 3e édition a réuni 4500 marathoniens ce jour à Douala, dont Sarah Etongue est invitée spéciale. Le point avec Cyril Edimo à Douala. L'hymne national du Cameroun repris à l'unisson. Le public tout euphorique porte en triomphe son champion. Ghislain Fouemi, 36 ans, vient d'entrer dans l'histoire du marathon international de Douala. Je suis vraiment éprouvé, franchement. Je savais que je pouvais améliorer mon record, mais je ne savais pas que je pouvais courir sur les 2 heures 16. Et donc pour laquelle j'ai demandé à Taresco de m'envoyer au Kenya. Donne-moi un sac de 4 mois, je rentre et te gagne le marathon de Douala. 2 ans d'apprentissage, un sacre à l'arrivée, témoignage d'un effort porté par le Cameroun. Extrême satisfaction parce que un record est tombé, le record du marathon international de Douala est tombé. Le record est tombé grâce à un Camerounais qui monte ainsi sur la plus haute marche après 2 éditions remportées par les Kenyans. Donc nous ne pouvons être que satisfaits. Dans les autres catégories, Denze Evele décroche la première place au semi-marathon en 1 h 28 minutes 40 secondes. Liliana Guessa, première femme à franchir la ligne d'arrivée pour parcourir les 10 km du marchathon. Guédé Gabriel, lui, n'a eu besoin que de 52 minutes 15 secondes. Et la famille Tawasna remporte la marche familiale. Le 3e marathon international de Douala, qui s'achève sur la place de la Besseke, a connu la participation de 17 nations originaires de tous les continents de la planète. Et le Cameroun a su se tailler la part du lion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Une édition préparée avec la collaboration de Sidoine Monkam. Prochain rendez-vous avec l'information sur les CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Joseph Gouet-Amandeng et Caroline Okianoma. Dès demain pour les éditions du 20h30 de la semaine, retrouvez Adèle Mala. Très belle soirée à tous.
Tout de suite, scène de presse après ce journal. À très bientôt. Bonsoir.